C'est pas. Bonsoir, chers amis de iCanal Télé. Je suis très ravi encore une fois de vous savoir nombreux derrière vos écrans pour nous suivre en ce jour de Bank Holiday. Je vous signale que hier c'était Pâques et ici en Angleterre c'est une tradition. Et quand le dimanche a été une fête comme Noël, Pâques et des fêtes classiques ici, le jour qui suit, le lundi, tout le monde reste à la maison. C'est Bank Holiday et j'espère que vous qui êtes en Angleterre, vous qui êtes peut-être dans d'autres pays où il y a le Bank Holiday, vous allez donc vous réjouir de nous recevoir en ce moment. Et comme vous savez que dans ces émissions, j'ai pris l'habitude un peu plus souvent d'amener d'autres bouches, d'autres perspectives dans cette émission de iCanal Télé. Je ne suis donc pas seul encore une fois ce soir. J'ai invité quelqu'un que vous allez découvrir, que vous avez certainement vu une fois dans cette émission, mais qu'il a disparu et que j'ai fait un effort de le faire revenir désormais. Et il sera désormais avec nous de temps en temps pour commenter l'actualité avec nous. Et je voudrais vite vous le présenter. C'est monsieur Jean-Baptiste qui est là. Je l'appelle révérend Jean-Baptiste parce que il est pasteur de son état. Il est licencié en théologie. Et pour le reste, j'aimerais que lui-même vous dise un mot, d'abord en vous saluant et puis en se présentant comme lui-même veut. Mais au moins, je veux que vous reteniez il est licencié en théologie, il est pasteur de son état et il dirige une église ici sur place à Newcastle. Donc c'est une grande figure ici à Newcastle. C'est un homme qu'on ne présente pas ici à Newcastle. Tout le monde, en tout cas tout le monde, tous les Congolais, et même au-delà des Congolais, c'est un homme qui est connu, qui est souvent en compagnie. Il est invité dans plusieurs églises, chez les Nigérians, chez les Zimbabwéens. C'est vraiment un doyen des pasteurs. Il est très respecté et souvent les autres pasteurs l'honorent beaucoup pour le travail aussi important qu'il fait pour les affaires de Dieu. Monsieur révérend Jean-Baptiste, je vous laisse la parole pour saluer les amis de iCanal Télé. Bonjour les amis de Canal Télé, je suis le pasteur Jean-Baptiste comme notre frère Véron vient de me présenter. Cette présentation a vraiment suffi. Je suis aussi congolais de père et de mère, comme tout le monde aime bien l'entendre. Je suis congolais de père et de mère. Je crois que nous allons passer de bons moments où nous parlerons du sujet que iCanal a proposé de nous présenter. Merci beaucoup. Ok, en tout cas, je suis ravi de vous recevoir aussi. Vraiment, c'est toujours une bonne chose que de recevoir un pasteur juste après la grande fête de Pâques. Commençons un peu par là. Commençons un peu par là. Vous êtes pasteur. Je sais que nous avons notre titre. Déjà, j'aimerais déjà donner le titre à nos téléspectateurs. Tout sur la politique domestique de Fachi. Ça, c'est le titre de cette émission. Et nous entrerons en profondeur avec notre invité, que je ne vous ai pas dit, il est aussi membre de l'UDPS. Et donc, c'est un homme qui a estimé que le président Fachi est l'homme qu'il faut pour diriger ce pays. Il va nous dire pourquoi, pour lui, c'est l'homme qu'il faut pour diriger ce pays. Mais je disais que nous venons juste de célébrer Pâques. Vous êtes vous-même théologien. Voulez-vous nous donner un peu une esquisse sur Pâques en quelques minutes? Pâques, c'est quoi? C'est comme ce qu'on voit ici en Europe. Les Blancs, eux, la fête de Pâques, de Noël, c'est des festivals, c'est des occasions pour manger, c'est pour que les amis se rencontrent, se disent des mots, se partagent de cartes, de vœux. Mais c'est quoi Pâques, révérend pasteur Jean-Baptiste? L'apôtre Paul nous dit, sans la résurrection de Jésus-Christ, le christianisme ne serait pas christianisme.
Alors, la Pâque, c'est quoi exactement? La Pâque part, je dirais, si je veux bien expliquer, ça commence dès le commencement de la Bible. Lorsque l'homme a péché, Dieu a promis à l'homme qu'il viendra à sa rescousse. Donc il viendra le libérer du jour où il s'est mis lui-même. Et il a envoyé des prophètes qui n'ont pas accompli la mission. Il a décidé de descendre lui-même, venir se revêtir d'un corps humain, utiliser la méthode que Satan avait utilisée pour amener l'homme dans la captivité. Il y est allé par ce chemin et il a vaincu le dernier ennemi qui était l'ennemi de l'homme, qui est la mort. Donc par la mort, il a vaincu la mort physique en donnant une mort et en donnant une vie spirituelle à l'homme. C'est vraiment ça la signification de la Pâque. Merci beaucoup, pasteur. Certainement, vous avez été très éloquent. Vous n'avez pas évoqué de grands noms, de grands auteurs. Je sais que vous, les théologiens, vous perdez souvent dans les grands noms. Vous êtes resté encore quelque peu évangélique. Ça c'était bon. Mais très vite, avant que je ne passe, parce que il faut souvent, quand on vous a comme ça sur le plateau, c'est pas chaque jour. Mais oui, c'est dire que vous avez dit que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, votre foi, la foi des chrétiens serait vaine. Oui, oui. Et que dites-vous aujourd'hui de la descente aux enfers aujourd'hui de certains pasteurs, de tout ça, qui aujourd'hui on ne les retrouve plus. Certains sont dans ce qu'on appellerait pétage, d'autres dans des combines, d'autres ils engrossent des filles de l'église. C'est comment? Très vite, parce que quand on vous a comme ça, on veut avoir votre point de vue sur des hommes de Dieu pourtant connus, dont que le foule ont suivi, mais aujourd'hui, ils sont dans des trucs appelés pétage et autres. Très rapidement, je sais que je vous aurai dans une autre émission spécialisée autour de ces choses, mais j'aimerais que vous disiez un petit mot là-dessus. Ok, en fait, je serai vraiment très bref parce que ce n'est pas le sujet de notre émission. Bien sûr. Nous n'avons aucune autre source de renseignement que la Bible. Or, la Bible nous renseigne que dans le monde, ce n'est pas une chose nouvelle qui se produit aujourd'hui. Il y a eu toujours des charlatans et il y a eu aussi des gens bien animés et de bonne foi, mais qui sont parfois aussi tombés dans le joug de Satan. Alors, vous avez à placer les deux choses dans les deux choses, les événements d'aujourd'hui dans ces deux catégories. Il y a effectivement des hommes de Dieu qui, par la volonté, manifestent de servir Dieu, qui ont cette volonté, qui sont appelés de Dieu et qui sont tombés, comme David était tombé, bien qu'il avait l'onction sur lui, mais il a envié une femme d'autrui. Eh bien, il s'est repenti après et Dieu l'a pardonné. Il y a aussi des charlatans, des gens qui sont venus pour faire de l'argent à l'église. Ça existe même du temps de Jésus. Il y avait un certain Bar Jésus que la foule avait suivi. Mais après, la foule avait réalisé qu'il n'était pas ce Messie qu'ils attendaient. Donc, ce sont des choses qui ne peuvent pas surprendre un chrétien averti, un chrétien qui connaît vraiment la parole de Dieu. Ce n'est pas une surprise. Ce sont des choses normales qui se déroulent normalement. Ok, merci. Donc ça fait partie du cursus de l'histoire. Du cursus de l'histoire et voilà. Tout ça. Bon, donc, comme je vous ai promis, on y reviendra dans une émission spécialisée pour ne parler que de ces choses, de l'Église du Seigneur et de toutes ces choses. Vous, en tant que théologien, je sais que vous serez comme un poisson dans l'eau ces jours-là. Et maintenant, vous n'êtes pas que pasteur, vous êtes aussi dans la politique. Et notre sujet du jour, c'est de parler sur la politique domestique du président Tshisekedi. J'ai donné ce titre sciemment parce que j'ai beaucoup parlé de sa politique étrangère. J'aimerais qu'avec vous, que nous passions un peu en revue la politique domestique du président Tshisekedi. Beaucoup de voix s'élèvent pour dire que s'il y a quelque chose que le président Tshisekedi est en train d'échouer dessus, vraiment de ne pas accomplir ses promesses, c'est sur le plan domestique.
le président Fachi a promis aux Congolais beaucoup de choses. Comme on dirait en bon français, monts et merveilles. Mais apparemment, les Congolais ne voient pas ces éléments-là venir. Il a promis l'état de droit au Congo. Cet état de droit est remis en question, comme qui dirait par lui-même, par des injonctions qu'on apprend que c'est sous injonction du président lui-même, qu'un certain Bakonga, que d'ici là, ça sera un Caméré, on en parlera, et qui seraient des hommes libres, carrément. Et il a promis le peuple d'abord, que tout ce qu'il fera, ça sera le peuple d'abord, tout le reste après. Lui-même, même après, quand il dit le peuple d'abord, ça signifie que même lui-même, il est après le peuple. Vous nous prouverez ici si le président Tshisekedi est en train d'accomplir cette promesse-là du peuple d'abord, avec des faits palpables et autres. Il a aussi particulièrement promis le social. Parce que vous savez, l'UDPS, c'est un parti qui est resté longtemps dans l'opposition. L'UDPS connaît la souffrance du peuple congolais. Et c'était tout à fait normal que dans les éléments de campagne, il y avait cet élément du social. Et le président Tshisekedi a promis le social, qu'il va s'occuper du social du Congolais. Et ce social, à mon humble avis, semble tarder à venir. Et nous sommes pratiquement fin mandat. Il a aussi promis, en général, le bien-être du Congolais. Qu'il ferait en sorte que le Congo soit comme l'Allemagne. Ça, c'était le mot de Fachi. Il ferait du Congo l'Allemagne. Et jusque-là, c'est à vous de me dire si le Congo est en train de devenir l'Allemagne de l'Afrique. Comme un peu Kagame est en train de rêver de faire du Rwanda le Singapour d'Afrique. Il a promis la gratuité de l'enseignement fondamental. Vous nous direz si cette gratuité est une réussite du mandat de Fachi. Parce qu'on apprend que certains enseignants ne sont pas payés et que même pour financer ce projet, c'est devenu difficile pour Fachi de financer un projet pour lequel il s'est battu lui-même bec et ongle. On crée des taxes comme RAM et autres, soit déjà pour financer cela. Et sous le dos des Congolais. Nous allons en parler à l'heure à l'âge. Il est en train de promettre la santé universelle aux Congolais. Voilà autant de promesses qui font même dire aux Congolais que le président Tshisekedi devient président promesse. Président promesse. Il ne réalise pas. Mais il ne cesse d'aller de promesse en promesse. Alors, voici tout un tas... Tu vas encore quelque chose? Non, attendez-moi. J'ai voulu d'abord étaler... Comment? Les 145 territoires. Ah, les 145 territoires qu'il nous a promis, ce n'est pas encore effectif. Pas de problème, je mets sur ma liste. Nous allons y parcourir 145 territoires, oui. Oui, on va en parler. Je voudrais aussi que vous évoquiez cela. Donc, j'ai brossé cette liste-là pour réellement vous aider à prendre un à un et puis essayer d'en parler dans cette émission pour que vous puissiez faire voir aux Congolais le contraire. Parce que l'opinion, je n'aimerais pas généraliser, mais l'opinion qui me semble quelque peu générale, c'est celle de dire que non, Fachi a promis, mais il n'a pas réalisé un seul iota de ce qu'il a promis. Allez-y, parlons un peu état de droit. Parlons un peu état de droit. Ça, c'est l'un des policies qu'on appellerait ici en anglais la politique, une politique clé de Fachi. Faire de ce pays le rêve de son père, la démocratie. Là où il y a le rule of law, comme on dit en anglais, l'état de droit. Est-ce que Fachi, je ne dirais pas a réussi, non, ça ce serait trop vous poser la question, trop à l'extrême. Est-ce qu'il est même en train de réussir dans son projet sur l'état de droit? Merci beaucoup, Papa Véron, pour toutes ces questions que je vais essayer de ramasser peut-être une à une. Jusque-là, j'ai encore une question seulement sur l'état de droit. Est-ce qu'il est en train
de réussir. Allons-y. Et la question, est-ce que Fachi a-t-il réussi l'état de droit? Allez-y. Comme un citoyen honnête, je dirais oui. Parce qu'il y a une différence. Quand les gens parlent de l'état de droit, dans notre mentalité congolaise, nous croyons que Fachi va mettre tout le monde en prison sans qu'il y ait de jugement valable. Tant que le droit n'est pas dit. Je donne un exemple. Nous avions M. Jean-Pierre Bemba. Il était à la Cour pénale internationale de la justice. Bemba a été acquitté, pas parce qu'il a pu, on a innocenté sur les charges qui pesaient sur lui, non. C'est parce que la procédure n'a pas été respectée. Voilà, pendant 10 ans qu'on a perdu, on a libéré M. Bemba pour le respect seulement de la procédure. Dès qu'il y avait une violation de la procédure, la justice s'est vue fautive et ils l'ont libéré. J'ai fui, tu me connais d'ailleurs, je fus un avocat, un interprète ici à la police. J'ai amené beaucoup de gens à la cour. Les policiers font tout pour respecter la procédure parce que on peut même libérer un criminel parce que la procédure n'a pas été respectée. C'est pour cela que vous voyez quand la police arrête quelqu'un ici en Angleterre et que cette personne ne parle pas anglais, on appelle un interprète même par téléphone pour lui faire le caution. On a libéré quelqu'un à la cour ici en Angleterre parce que le jour qu'on l'avait arrêté, le monsieur parlait lingala et les policiers n'ont pas tenu compte d'appeler un interprète. Et pour ce faire, seulement ce point-là, il avait libéré. Qu'est-ce que vous voulez dire par là donc? Donc, dans l'état de droit, il y a des accusations et maintenant c'est autour du tribunal de dire le droit, respecter les procédures et puis traiter le dossier dans le fond. Alors, dans tous ces cas que nous sommes en train de voir, il y a des gens qui croupissent en prison. Il y a des gens aussi qui sont libérés, peut-être par non-respect de la procédure. Bon, mais quand même, c'est là où moi je peux dire que Fachi a réussi. Parce que, à part le gouvernement Mobutu, qui a pu amener des gens en prison, bien qu'il fût dictateur, pour détournement des fonds publics, de tous les 20 ans ou les 18 ans qu'on a connu avec Kabila, on n'a jamais même interpellé le ministre. Vous avez vu bientôt là qu'un ministre, donc il a laissé les institutions jouer leur rôle sans interférence. Le président Fadji a laissé toutes les instructions et toutes les institutions jouer leur rôle sans interférence. Vous dites sans interférence? Je dis vous bien le sans dites bien. interférence. Oui. Je suis conséquent de moi-même. Je donne un exemple. Allez-y. Il a passé une interview avec Monsieur de Top Congo. Lusakweno. Lusakweno lui a dit que les juges se plaignent de l'interférence de vos conseillers. Il dit, je dis à ces juges publiquement qu'ils m'en arrêtent un. Si ce monsieur-là intervient, qu'il l'arrête. Est-ce que les juges congolais ont-ils déjà arrêté quelqu'un parce qu'il a fait le trafic d'influence? Non. Le président a donné aux gens, il leur a dit à maintes reprises. Il a appelé les députés. Quand il a créé l'Union sacrée, les députés lui disent, en tout cas, tu es notre autorité morale, nous allons suivre pour toi. Il a dit, non, moi je ne suis pas votre autorité morale. Je ne vous ai pas élu. Vous aidez-moi à surveiller ces ministres. Faites vos contrôles parlementaires, secouez les ministres afin qu'ils puissent travailler. Bon. Maintenant, les parlementaires, au lieu de faire leur service, quand ils ont chassé le ministre ici,
Mais Fachi a accepté ça lors d'un conseil des ministres. Il a approuvé leur démarche. C'est-à-dire que l'état de droit est là. Pas l'état de droit. Quand je parle de l'état de droit, donc les enfants aussi ont droit à l'éducation. C'est le droit qu'on ne nous avait pas donné. Donc, même la gratuité de l'enseignement fait partie de l'état de droit. Parce que les gens croient que l'état de droit, c'est seulement la cour arrêter les gens. Non. Non. Oui, c'est vrai, on a droit à la vie. On a aussi droit à l'éducation, tout comme on a droit à la nourriture, tout comme on a droit aussi aux vêtements. Or, on nous a donné un État, donc la gratuité de l'enseignement, qui fait partie des droits de l'enfant pour que chacun puisse étudier gratuitement. Oui, on arrivera à cette gratuité-là là, il y a à boire et à manger dans cette gratuité. Mais restons d'abord dans le cadre de l'état de droit lui-même. Quand nous faisons... oui, je sais que ça, c'est aussi un droit. Tout est droit ici. Tout est droit. Même quand il parle de, je sais pas moi, santé universelle, et même 145 territoires. C'est un droit des Congolais d'avoir leur territoire développé. Tout est droit. Mais je parle de la justice, alors, soyons plus précis. Okay. Mais vous êtes sans ignorer que il y a eu une sorte comme de bavure observée au niveau de la justice congolaise. Des gens qui sont arrêtés, qui d'abord arrêtés pourquoi? Parce qu'ils ont détourné pas 10 $, pas 100 $, pas 100 000 $, mais des millions de dollars du trésor public. Connus de tous. Des cas emblématiques, des ministres en fonction, et Kamel lui-même, Dirkab de Fachi lui-même. Qu'est-ce qu'on n'a pas observé? Dans un pays de droit, le trésor public aussi, c'est l'argent des Congolais. L'État doit protéger ça. C'est pourquoi l'État met des gens en prison quand ils volent l'argent de l'État. Ces gens, ça a été établi qu'ils ont détourné des fonds publics. Ils vont pour quelques mois, quelques semaines. Après, on les voit retourner aux affaires, pratiquement. Mais ça, c'est l'état des droits. Pour ne pas m'opposer la parole. Ça, c'est l'état des droits, ça. Ok. Vous avez... Mais oui, maintenant, c'est ce que je voulais dire. Tu reviens à ce que je disais avant. Allez-y. Ok. Tu as parlé du cas Kamere, par exemple. Ok. Vous voulez qu'on s'appesantisse sur le cas Kamere? On ne s'appesantit pas ça, mais tu as donné un exemple que je voudrais... Il y a Bakonga. Parlons Bakonga d'abord. Parce que Kamere, c'est un cas spécial. Parlons Bakonga. Oui, Bakonga, en tout cas pour Bakonga, je ne saurais pas commenter, je ne connais pas vraiment les dessous de la carte. Et l'ancien ministre de Santé? Toujours pas. L'ancien ministre de Santé... Eteni Longondo, je vous signale que j'ai été avec lui au petit séminaire de Mandombe. On est resté pendant plus de 5 ans, 6 ans ensemble. Eteni me connaît personnellement et je le connais personnellement. Donc, mais c'est un homme qui aurait détourné des fonds publics. Aurait, tu as bien dit aurait. Moi j'ai dit aurait, parce qu'on le voit dehors. On le voit maintenant dehors. Il était condamné pourtant. Le certificat de tout crime, le certificat de naissance de tout crime, c'est une condamnation. Aussi longtemps qu'il n'a pas été condamné, aussi longtemps que la justice n'a pas trouvé des éléments pour le condamner, nous n'allons pas dire qu'il a été condamné. C'est ça l'état de droit. Donc le dernier mot revient à la justice. Ce n'est pas parce qu'on a présenté les faits, ce n'est pas parce qu'il y a une clameur publique qu'on doit condamner quelqu'un parce que les gens réclament de le condamner. Sinon, on condamnerait Jésus parce que les gens avaient réclamé de libérer Barabbas à la place de Jésus. On ne ferait pas toujours la volonté des gens. Donc vous voulez nous dire que tous ces grands noms-là ont été innocents, carrément innocents, pour ne pas ajouter le cas Kamere là-dedans. Je n'ai pas dit qu'ils sont innocents. Oui, parce que vous dites que la justice ne les a jamais inculpés. Oui, mais si la justice ne les a pas inculpés, ils sont innocents. Qu'est-ce que vous voulez dans un état de droit? Nous sommes avec vous ici en Angleterre, où nous vivons le droit. Donc, on peut t'accuser d'avoir violé quelqu'un.
Et que si tu n'es pas incriminé, on ne t'amène pas devant un juge. Et que c'est pour ça que je te disais, j'ai vu interprète à la police. J'ai vu des cas où une fille est venue se plaindre que ce monsieur m'a violé. Et le policier examine le cas, il dit que je n'ai pas de preuves suffisantes. Parce que ce n'est pas à l'incriminé de prouver qu'il est innocent, c'est au magistrat de prouver que la personne n'est pas innocente. Tout à fait, c'est ça, c'est comme ça que la justice fonctionne, ça c'est vrai. Voilà. Oui. Maintenant, si cette justice-là n'a pas de preuves suffisantes selon la loi pour le faire condamner, qu'est-ce qu'elle va faire? On acquitte la personne donc. On acquitte la personne. Et c'est ça l'état de droit. Et donc, vous voulez donc nous dire que... Donc, comme pour nous dire que... Ou alors, oui, je vous en prie. Ou alors, vous concluez que nous n'avons pas une justice, nous n'avons pas de juristes qui ont réellement fait du droit pour dénicher l'infraction commise par un quidam qui serait en face d'eux. C'est cela. Donc, vous accusez que nous avons une justice qui doit se recycler. C'est cela. Merci beaucoup. Sur ce point, vous êtes dans la même ligne que moi. Allez-y. Donc, si on assiste à ces bavures, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas état de droit. C'est dû à l'incompétence et aux mauvaises habitudes dans lesquelles nous sommes ancrés dans notre pays. La corruption, par exemple. Des magistrats, donc. Des magistrats, ils sont libres de faire le travail, mais ils vendent leur travail. Ok, ok. Oui, je vous comprends. Alors, dès lors que cela, le constat est fait par le citoyen moyen, que Batubazo Yibambongo à l'État, mais le Lona Lobby, parce que les gens sont convaincus qu'au Congo, il y a des combines. Il y a des combines. Mais ce n'est pas aux Congolais moyens de venir prouver que non, tel, effectivement, je sais qu'il a volé, non. Mais dès qu'il y a soupçon et qu'on voit que les fonds alloués n'ont pas été affectés réellement aux besoins pour lesquels ces fonds ont été alloués, c'est qu'il y a eu détournement quelque part. Et on prend le responsable, donc l'auteur intellectuel, comme on dirait, pour utiliser l'expression de nos fameux juristes, le fameux auteur intellectuel de ce détournement, on le met devant le juge. Et le juge estime que non, c'est vrai, c'est dans cette dimension que peut-être l'homme va corrompre la justice, ou le juge, ou le magistrat, pour qu'il se tire de l'affaire. Mais le président, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, il devrait frapper du poing sur la table, parce que l'état de droit, c'est même un héritage qu'il a eu de son père. Lui, il doit mériter ce papa Tshisekedi qu'il est mort là. Il doit le mériter. Le mériter par son héritage. Ça, c'était l'un des points pour lequel ce papa s'est battu toute sa vie pour imposer l'état de droit en République démocratique du Congo. Et quand le président voit que cette justice est en train de me trahir, de trahir mon père, de trahir même les promesses que j'ai faites au peuple, que fait le garant du bon fonctionnement ça signifie qu'il y a une institution qui ne fonctionne pas bien. Que ferait le président, constitutionnellement parlant? Je sais que vous n'êtes pas juriste, mais même dans le bon sens, il doit toutes affaires cessantes taper du poing sur la table. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, chose qu'il ne fait pas. Chose qu'il ne fait pas. Pourquoi? C'est là où tu ne comprends pas. Parce que toi... Allez-y, vous qui comprenez alors. Non, oui, mais je comprends, c'est pour ça que je vais te dire, c'est là où toi tu ne comprends pas. Oui. Donc, tu vois, la façon dont tu es en train de le dire, c'est-à-dire, le président doit être le maître, et donc, il doit être le maître en scène partout. Ce que la Constitution ne lui autorise pas. Ah, ça vous voulez entrer dans un sophisme, vraiment dans un sophisme pour faire voir au public que non, que ce journaliste réellement ne comprend pas. Non. On ne dit pas que... Je connais les trois institutions de Montesquieu. Excusez-moi, je vous laisserai la parole. Il y a les trois institutions de Montesquieu. Il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. C'est vrai, il y a séparation des pouvoirs. Si nous voulons démocratie, il y a séparation des pouvoirs. Mais pourquoi on a placé ce chapiteau-là? Le président, c'est ce chapiteau qui est au-dessus, justement, selon la constitution congolaise. Il y a une séparation des pouvoirs, mais on a encore placé un chapiteau au-dessus de toutes les institutions
pour surveiller leur bon fonctionnement. Mais il se fait que le président Tshisekedi est aujourd'hui ce chapiteau-là. Il voit, par exemple, la justice n'est pas bien fonctionné. Il a le pouvoir de nommer les magistrats et de révoquer. Pourquoi il ne le fait pas? S'il voit que c'est chez Mbosso qui pose problème, il a encore le pouvoir de hausser sa tête pour dire Mbosso, attention, je vous respecte, mais le travail pour lequel vous avez été élu doit être fait. Mais je n'aimerais pas parler de législatif, un législatif aussi bidon, parce qu'ils n'ont jamais voté une loi, si ce n'est celle de mariage, jusque-là. Donc, vous vous imaginez où est-ce qu'ils sont en train d'aller? Le président, je voudrais seulement préciser, donc tout ça, c'était pour préciser que le président a le devoir de jeter un coup d'œil et d'agir dans cette justice-là. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. En tant que chapiteau. Ok. La constitution congolaise oui. dit que le président de la République est le magistrat suprême. Magistrat suprême. Il est le commandant des forces armées. Bien sûr. Et il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Bon fonctionnement des institutions. Merci beaucoup. Je suis avec vous. Oui. Le président de la République, maintenant, il y a des lois qui régissent ce mécanisme. Il y a des lois qui régissent ce mécanisme. Si le président veut appliquer la Constitution à la lettre et qu'il trouve que le Parlement ne donne pas un bon rendement, il doit dissoudre le Parlement. Il dissout le Parlement pour aller aux élections. Et cela entraîne certaines dépenses imprévues et on peut aller dans un engrenage où on ne saura pas s'en sortir. Il doit aussi veiller, parce qu'avant d'engager une guerre, tu dois savoir qu'est-ce que tu as dans ta poche, n'est-ce pas? Oui, allez, oui, absolument. Voilà. Parlons justice. Allons-y. Pour nommer un magistrat, il y a des conditions. Donc, ça doit être d'abord approuvé au Conseil supérieur de la magistrature. Et ces gens-là ont des critères qu'ils doivent remplir. Tous ces magistrats qui sont là, parce que même lui-même, le président, s'en est plein. Si vous vous souvenez, avec toujours cette... il s'en est plein toujours avec cette interview de Lusakwen. Qu'est-ce qu'il a dit? Les magistrats dont j'ai eu des renseignements, on les met là-bas, ils ne fonctionnent pas. Parce que même tous ces généraux qui sont autour de lui, Tshisekedi ne les a pas fait. On l'a proposé par le Conseil supérieur de la défense. Donc il y a une proposition des gens qui étudient des dossiers et qui le présentent au président de la République. Et ils ne l'ont pas fait. Pourquoi le condamner alors que... Pourquoi le condamner alors que il y a des responsables qui devaient faire ce travail? Voilà. Allez-y. Non, allez-y, parce que vous dites qu'il y a des responsables qui devraient faire ce... Il y a un mécanisme par lequel le président agit. Donc, par exemple, pour nommer un magistrat, oui, il doit passer par le Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Et ce Conseil supérieur de la magistrature... Et qui bloque le président aujourd'hui? Oui, c'est possible. Parce que le président ne va pas inventer des magistrats. Non. Nous sommes dans la continuité de l'État ou non? Non, nous sommes avec l'union sacrée. Tout le monde est derrière le président. C'est même pour cela que le président a mis en place l'union sacrée. Il dit, venez aider-moi. C'est-à-dire, dans cette logique, que ce soit même l'Assemblée nationale, le Sénat, cette justice-là, tout le monde est derrière le président. On dirait même que la démocratie est quelque peu biaisée avec la mise en place de l'union sacrée. On parle d'une voix unique aujourd'hui, si je dirais comme ça. Il n'y a pas comme un peu avec Ilou Kamba, où on avait un premier ministre qui n'était pas de l'obédience du président. On n'a pas une magistrature qui n'est pas de l'obédience du président. Mon révérend pasteur, ce que je voudrais, que j'attende de vous, c'est s'il y a une faiblesse, s'il vous plaît, faites voir ça, parce que nous savons que les magistrats sont corrompus. Ça, c'est acté, même les Congolais le savent.
Mais nous disons que, mais qui peut sauver alors cet état de droit? Mais c'est le garant de la nation. Pas en tant que président seulement, mais en tant que garant du bon fonctionnement. Il a les leviers, notamment les nominations, notamment les permutations. Il a beaucoup de leviers pour ne parler que de la justice. C'est là où nous disons que le président n'actionne pas ces leviers. Pourquoi? Et on parlera aussi, par exemple, de l'armée. On continue à voir des généraux qui continueraient à trahir notre armée jusqu'aujourd'hui, à voler les fonds destinés à l'armée, alors que lui, il est commandant suprême. Imaginez-vous, il a le pouvoir d'agir. Mais le président n'agit pas. Le président n'agit pas. C'est là le problème. À moins que vous connaissiez un secret, son secret, c'est quelqu'un qui, peut-être qu'il est, bon, j'aimerais pas répondre à votre place, en tout cas, qu'est-ce qui ne va pas avec le président Tshisekedi, qui a tout pourtant entre ses mains? Aujourd'hui, avec l'Union sacrée, c'est l'homme fort du Congo, je dirais, entre guillemets, parce que Fachi, au moins une chose, je ne peux pas affirmer que Fachi est dictateur. Fachi est foncièrement démocrate, mais dans le cadre de l'Union sacrée, c'est l'homme fort du Congo. Il peut mettre sa main là où il veut. Mbosso va lui obéir, Bahati va lui obéir, la magistrature va obéir. Personne ne va s'opposer comme Ilukomba s'était opposé quand il avait nommé les magistrats là. Il n'y a personne aujourd'hui au Congo, dans les institutions, qui peut se lever contre Fachi aujourd'hui. C'est dans ce contexte que nous disons que, mais Fachi est le maître à bord. Mais il doit agir. Pourquoi il n'agit pas? Ok. En fait, je ne suis pas je suis pas son conseiller. Allez-y, oui. Même spirituel ou je ne travaille pas dans son cabinet. Bien sûr. Donc, je ne saurais pas répondre à cette question. Parce vous êtes un analyste. Vous êtes ici comme analyste, bien sûr, avec l'obédience et UDPS, c'est vrai, mais vous êtes plus analyste ici. Oui, je fais de simples analyses. Allez-y. Je peux vous dire que il y a un mécanisme dans lequel le Fachi peut agir. Moi, j'ai trouvé en Fachi quelqu'un qui est venu avec une politique nouvelle. Moi, le défaut que je peux dire de Fachi, il applique la politique de la démocratie à l'occidental. La démocratie requiert un certain niveau d'études du peuple, donc un certain niveau de connaissance. Le peuple doit acquérir une certaine connaissance pour que la démocratie s'applique. Or, dans notre pays, Fachi nous vient avec une démocratie, alors que les gens, là où les gens attendaient le fouet. Et ça démontre comme s'il était incompétent alors qu'il ne l'est pas. Il sait où il amène les gens avec sa démocratie. Deux. Le président Fachi, si nous pouvons réellement parler du pouvoir de Fachi, c'est quand le gouvernement Sama Lukonde est entré en fonction. C'est là où on peut parler du président Fachi. Nous y sommes. Toutes ces bavures ici, c'est sous Sama Lukonde. Aujourd'hui, Kamer est en voie de quitter la prison. On a dit on en parlera. C'est sous Sama Lukonde, justement. Le premier ministre est de Fachi. Oui, qu'est-ce que Sama Lukonde a à faire dans cette affaire de Kamer? Nous voulons incriminer des gens inutilement. Qu'a-t-il à faire dans ce dossier de Kamer? Non. Vous vous souvenez moi que non, Sama Lukonde, c'est le chef du gouvernement. Le président n'est pas responsable dans les day-to-day, c'est-à-dire la gestion quotidienne des affaires de l'État. C'est l'homme fort. Sama Lukonde occupe une position importante. Normalement, quand parfois l'opinion accuse Fachi, ça c'est Sama Lukonde. Ça, c'est pas la dimension du président. Quand il n'y a pas de courant, quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas le prix Mati, ça c'est pas Fachi. Ça, normalement, dans un pays qui se respecte, c'est le Premier ministre. Et quand il continue à faillir comme ça, le président doit le limoger, mettre un autre qui serait efficace. Et même pour limoger ce Premier ministre, le président est très lent. On ne sait même pas quand est-ce qu'il va faire le remaniement. Bon, je touche un peu à tout, mais allez-y, mais je ne sais pas. Merci. Véron. Oui. Celui qui a nommé Sama Lukonde, c'est Fachi. Bien sûr. Donc, c'est à lui qu'on avait donné un cahier de charges. La personne qui peut évaluer Sama Lukonde, c'est Fachi de savoir à qui il respecter les termes de mon cahier de charge ou pas.
nous voyons de l'extérieur. Nous exigeons des résultats que nous croyons peut-être pour nous qui sont possibles. Mais Fachi a un cahier de charges qu'il avait remis à Samuel Konde sur lequel il peut l'évaluer pour dire a-t-il réussi ou pas. Donc ce n'est pas parce que vous avez dit. Je vais vous dire. Non, laissez-moi continuer. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Il faut pas. Là, ici, le journaliste que je suis maintenant, je représente le peuple. Je parle ici, comme qui dirait, au nom du peuple. C'est pourquoi je vous taquine pas avec des questions pour que vous puissiez, encore que vous n'occupez aucun poste de responsabilité, mais au moins, je voudrais que vous puissiez justifier, parce que vous tentez à justifier les failles qui sont là-bas. C'est pourquoi je me mets à la place du peuple pour vous poser un peu de questions, de vous remettre un peu dans leurs préoccupations. J'aurais aimé avoir un ministre de Fachi en face de moi comme ça maintenant. Ça serait chaud avec lui. Allez-y. Okay. Oui. Merci beaucoup. À toi, essaie de me comprendre. Je ne suis pas dans le cabinet de Fachi. Bien sûr. J'analyse avec ma petite connaissance que j'ai et du droit et de l'état de droit et du socialisme lui-même. Oui. Bon. Pour moi, oui. Fachi, c'est le meilleur démocrate qu'on ait eu au Congo. Justifiez les statements toujours. Quand vous affirmez, s'il vous plaît, pour le public, essayez de spécifier ce que vous voulez. Je veux toujours illustrer mes propos. Oui. Fachi arrive à Chikapa. Oui, allez-y. Bien à Kananga, les deux. Les gens lui disent le gouverneur travaille très mal. Du temps de Kabila, on avait directement suspendu le gouverneur et les assemblées régionaux fermés. Fachi leur dit non. Allez faire pression sur vos députés provinciaux. Parce que ce sont eux qui ont élu ce monsieur. En présence de tout le monde. Si ce monsieur est encore là, ce sont vos députés. Alors vous ferez un effort qu'à la prochaine fois, ne les élisez pas. Il ne faut pas les élire. Parce que ce n'est pas moi le président qui va chasser ce gouverneur. S'il veut le chasser, s'il ne donne pas le rendement, et que vous leur avez donné le mandat de faire ce que vous voulez, et qu'ils ne veulent pas le faire, donc c'est à vous de prendre la charge. Ne venez pas me demander à moi. Ok? Il a fait de la pédagogie. Il a vraiment fait de la pédagogie là. Voilà. Comme nous sommes déjà ancrés dans certaines méthodes, où quand on disait Papa Tali Lamso Likamboyo, et que le président venait agir, on dit Fachi n'agit pas. Comment on doit donner une occasion? Non, le peuple a réclamé, c'est la démocratie. Il n'a pas agi. Non, il leur a dit clairement. C'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ne m'attaquez pas moi, attaquez vos députés ici. Ce sont eux qui sont responsables de votre misère. Mais si c'était notre président, on lui avait donné une opportunité, il serait sauté dessus, arrêter les gens, chasser les gens comme ça. Non, il leur a dit non. Maintenant, il nous demande à nous, peuple, de prendre. Donc, il est en train d'instaurer la démocratie et de gouverner. Il est en train de faire les deux. Or, nous ne voulons pas qu'il fasse de la démocratie, nous voulons qu'il gouverne d'abord. Or, nous sommes dans une transition quelconque vers un autre système. Donc, c'est pour cela qu'il est incompris parce qu'il amène les gens dans la transition à un autre système. Alors que nous avons déjà des habitudes où nous avons le président fondateur, le président dit ceci. Alors il leur dit non, moi je ne suis pas président fondateur. C'est ainsi que même quand il était devant le public en Belgique, il leur a dit ne faites pas de moi un dictateur. Ce que vous me demandez de faire là, arrêtez Kabila, c'est de la dictature. Donc moi je ne le ferai pas. J'ai eu mon pouvoir par la voie des urnes, je vais le remettre par la voie des urnes et aller selon les lois du pays. C'est à vous de modifier les lois du pays. Donc, c'est la responsabilité. Nous n'incombe pas Fachi. Donc, la responsabilité, nous devons accuser les responsables. Si la justice faillit, ce sont les juges
qui ne disent pas le droit. Ce n'est pas Fachi. C'est ce que je voudrais dire. Parce que, et puis il faut comprendre une autre chose. Tu vois? Et puis on va laisser le pays aller en faillite parce que ce sont ces juges-là corrompus, pendant que lui il est venu combattre la corruption et qu'il aurait même, il a même un levier au-dessus de toutes ces choses pour les faire partir. Et le peuple ne serait content. Il dit, ah, ces magistrats véreux, Fachi Aocho Soukola Bango. Ne serait ça. Écoutez, vous êtes en train de me remettre, écoutez. Oui. Vous êtes en train de me remettre dans ce que je vous ai dit. C'est parce que même vous ne voulez pas vous de partir de cela. Vous voulez qu'il soit un président fort. Non. N'est-ce pas? Non. Nous, on veut qu'il soit un président qui utilise toutes ses prérogatives de président. Toutes ses prérogatives. Parce qu'il y a cet aspect de chapiteau que la Constitution lui donne, du garant du bon fonctionnement des institutions. Okay. Il dit qu'il faudrait que les institutions fonctionnent au maximum. Dès lors que ça ne fonctionne pas, c'est lui le responsable parce qu'il ne veille pas au bon fonctionnement. C'est-à-dire que si des voleurs sont retranchés de la justice, si la justice ne marche pas, si les magistrats se font corrompre, et si Mbosso ne fait pas de lois pour réformer les choses, c'est encore lui, ce n'est pas Mbosso. Parce qu'il a un levier pour interpeller Mbosso et dire, écoutez, examinez toutes ces lois qui sont sur votre table. Mbosso, qu'est-ce qu'il fait pour ne parler que de Mbosso aussi et tout ça. Et même Sama Lukonde, mon agenda, ce que je t'ai donné pour que tu fasses, tu ne le fais pas. Je suis le garant de la nation. Je te sanctionne. C'est pourquoi vous pouvez voir un premier ministre comme ça, après 2 semaines d'exercice, le président qui signe une ordonnance, qui nomme un autre. Parce qu'il tient, il veut quelqu'un qui fait fonctionner les institutions. Mais la justice est en train de nous faire défaut. Il doit agir. Écoutez, nous risquons de nous attarder sur un seul sujet et n'allons pas vider les autres. Non, je veux bien, mais ce qui est vrai, c'est que le peuple congolais aujourd'hui a les yeux braqués vers la justice. Et s'il y a une déception, parce que ce que nous disons, parce que nous voulons que cette justice fonctionne, et que si la justice fonctionne, même le Congo va connaître un développement. Les gens ne vont plus voler, la corruption va baisser et autres, parce qu'il y a une justice qui est là. On dit non, si je vole, je serai devant un juge qui n'acceptera pas ma corruption. Et puis, et même Alinguete aujourd'hui doit être déçu. Des gens pour lesquels il s'est battu pour qu'ils soient derrière le barreau, ce sont ceux-là qui aujourd'hui, Alinguete, Nabimi, olele, Bakome Bissena Bala, na boulevard, Alinguete, Nazali Banda, olele. Vous voyez? Alors, Alinguete maintenant, Alinguete est malade. Alinguete est malade. Il s'est dit, oh, tala Bakonga Oyo, Bakonga Oyo, naïbi dossier naïe, ils ont pris à Moyibi. Vous voyez comment Alinguete parle là? Il dit, dossier à Moutou, ils ont qui Moyibi. Mais je n'ai pas besoin de Kambo pour pas bimisaye boy. Moyibi, mais t'as n'enga pesingai, apesinga mbote ya balabala. Abi Alinguete, nasina bima, yo continue musala na yo. Ok, parlons du cas Bakonga. Parlons du cas Bakonga. Bon, allons-y. Non, parlons du cas Bakonga, ok? Oui. Parce que tu soulèves ce cas. Allons-y. Bakonga n'a pas été envoyé en prison pour avoir volé l'argent de l'enseignement primaire et secondaire. Il n'a jamais eu de procès pour ça. Pourquoi il était en prison? Pourquoi il était en prison? Il était en prison parce qu'il était arrêté avec de l'argent à Brazzaville. L'argent de quoi? Comment quelqu'un peut posséder beaucoup d'argent comme ça? Il y a Zanani, il va botter dans Bongo. Bakonga d'abord est un promoteur et à école. C'est ce qu'il a justifié. Qu'il est promoteur d'une école, il a des écoles, il a de son argent. Ok? Mais on l'a arrêté pour la fuite des capitaux. C'était ça le problème. En fuite des capitaux, Bongo Belé, Bolos dans la banque centrale, Yobimi Nango. Yobimi Nango. Voilà. Ok? Ouais. C'est pour cela qu'il devait écoper de 3 ans en prison. Il n'a pas achevé les 3 ans en prison. Ce n'était pas parce que donc ce n'était pas basé sur cette enquête d'Alinguete. D'Alinguete, ouais. Bon. Et c'est sur ce cas-là que aujourd'hui, donc au lieu de coper
les 3 ans en prison, Ouais. Bakonga est en train est sorti Oui. d'une façon miraculeuse que même moi, je suis déçu parce que Alors, le ministre avait dit j'aime que ça. c'était une erreur. J'aime ça. Ok? Oui. Même parce que le ministre nous avait dit que c'était une erreur. Alors, quand on libère quelqu'un par erreur, pour corriger cette erreur, on l'aurait ramené en prison. Voilà. Voilà. Mais le revoir au Parlement, ça, c'est autre chose. Donc, Voilà. ce n'est pas d'abord le cas. Voilà. Ce n'est pas d'abord le cas des détournements à l'enseignement primaire et secondaire. Oui, ça j'ai compris. Ça j'ai compris. Ça j'ai compris. Nous devons évoluer. Et avant de finir l'aspect de justice, parlons un peu du cas Kamere. Le président a pris la parole à Goma devant Lusakweno. Dit non, Kamere a de la place. Non. Et l'homme de qui il parle là a été condamné par un juge congolais. C'était une interférence du chef de l'État. Le jour où le président parlait là, il faisait une interférence. Il marchait sur le pied, sur le pied du principe de Montesquieu, la séparation du pouvoir. Et il a bien dit, non, Bakonga doit, Kamere, non, ce pays a besoin de lui. Et je suis convaincu, il a même dit, je suis convaincu qu'il a un rôle à jouer et que je suis sûr qu'il va s'en sortir. Et je le paraphrase un peu seulement. Donc, cette interview aurait, en tout cas pour moi, avait été une interview de trop. Une interview de trop pour Fachi, pour parler d'un homme qui est condamné par un juge. Parce que pendant ce temps-là, Kamere était un condamné. Il n'était même pas en liberté provisoire qu'il a aujourd'hui. Condamné ferme, avec 20 ans de servitude pénale. Et c'est un président de la République, le magistrat suprême, qui est en train pratiquement d'innocenter un condamné. Et maintenant, on apprend qu'il y a un jeu hautement politique qui est en train de venir, que cet appel qui est interjeté maintenant, après l'arrêt des cours de cassation pour remettre en cause l'appel, la sentence de tribunal de l'appel, et que ce serait plutôt un coup qu'on monterait pour que le nouveau appel, le nouveau tribunal d'appel puisse carrément innocenter Kamere, et de là, 2 jours après, l'homme va remplacer Sama Lukonde. Qui va digérer ça? Et même si on libérait Kamere, on la quittait par rapport aux procédures judiciaires qu'on ne maîtrise pas, qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme Kamere, venant de cette position, puisse être devenu Premier ministre? Ça, c'est prendre des gens comme des foules, comme on dit ici en anglais. Bon, comme des foules. Est-ce que cela peut se faire? Est-ce que d'abord vous croyez à ça? Que ça peut se faire? Je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Heureusement. Je ne crois pas. Allez-y. Vous savez, dans notre pays, il y a aussi de la manipulation. C'est vraiment un jeu qui se joue un grand jeu donc avec nos médias, il y a beaucoup de la manipulation. Beaucoup. Oui, allez-y. Le procès de Kamere, d'abord, on incriminait le président de la République lui-même. Comment un conseiller, un directeur de cabinet pouvait faire ça sans que le président soit au courant? Donc, ils avaient tous détourné tout consort. Tu comprends un peu? Oui. Il y a des gens aussi qui ont dit que Fachi avait joué un coup à Kamere pour que Kamere ne soit pas candidat président en 2023. Parce que il y a un peu de la manipulation dans tout ça. Qui manipule qui, donc? Donc, il y a les partisans, même du FCC, qui savent que ça peut toucher le peuple. Ça peut toucher le peuple. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un communiqué officiel, nous débattons de quoi? Nous devons débattre quelque chose qui est un peu officiel. On dit que Kamere est Premier ministre aujourd'hui. Alors, on peut débattre. Mais il n'y a rien d'officiel. C'est de la spéculation. Alors, allons-nous nous mettre debout ici de parler d'une spéculation? On a beaucoup spéculé sur beaucoup de choses. Donc, vous mettez ça dans le cadre de la spéculation? Oui, c'est de la spéculation. Je ne saurais pas défendre ça. Et si jamais ça se réalisait? Et si jamais ça se réalisait sous Fachi? Si ça se réalisait, ça serait notre cas. Alors, à ce moment-là, oui, nous allons tirer les conséquences. Quelles conséquences? On est en train d'analyser les faits.
Nous disons maintenant, nous sommes dans, dans ce monde de faits. On doit Analysons. Si cela se faisait, parce que c'est une inquiétude des Congolais, on veut juste avoir votre avis. Ici, c'est juste votre avis. Vous ne tranchez rien, vous n'êtes pas un juge. C'est votre avis. Je ne pense même pas que Kamere sera le Premier ministre, non. Ok. Donc, je n'envisage pas ça et je ne pense pas que c'est faisable. Ça ne sera pas faisable, donc. Non. Pourquoi ça ne sera pas faisable? Non, je ne vois pas comment ça va se faire. Et ce fameux rôle dont parlait Fachi dans son interview, quel rôle jouerait-il? Parce que la condamnation de Kamere est liée à l'interdiction de l'action politique après sa libération. Bon, si jamais il est innocenté, bon, il est lavé complètement. Mais s'il ne l'est pas, est-ce que vous voyez Kamere quitter la prison sans ne serait-ce une infraction d'une année? Non, je ne pense pas. Ah, voilà. Voilà. Ça, j'aime. Vu le procès tel que je l'ai suivi, c'est pour ça que voilà. j'ai dit. Voilà. Parce que quand nous parlons, nous devons voir aussi la réaction même des avocats de Kamere. Oui. Ce qui s'est passé, on a cassé la décision avec décision de renvoi. Vous qui êtes en Angleterre, surtout vous qui avez aussi aidé beaucoup d'asylum seekers, donc les demandeurs d'asile, vous en connaissez parce que chaque fois qu'un cas a été rejeté au premier degré, on va à la cour d'immigration et la cour rejette le cas, le monsieur interjette l'appel, on peut casser cet appel et lui donner un papier, soit on casse l'appel avec renvoi, on le renvoie devant un autre juge pour qu'il aille présenter ce moyen de défense. Alors, Kamere doit encore répondre des charges qui lui ont été imputées jusqu'à aujourd'hui. Donc, il ne sait pas encore. Ici, c'était la procédure. On a cassé vu de la procédure. Vu de la procédure. Mais les charges qui pèsent sur lui, il doit se défendre contre ça. Et je ne vois pas comment, parce que qu'il peut faire tomber toutes ces charges contre lui. Non, c'est impossible. Ça, c'est par honnêteté intellectuelle, j'apprécie ça. Ouais. Ouais. Bon, donc. C'est pour ça que j'ai dit, ce sont des spéculations. Oui. Ce sont des gens qui font passer des rumeurs. Tout comme on nous avait dit que Fachi était mort alors qu'il était vivant en Belgique. En Belgique. Voilà, ça sont des spéculations sur lesquelles on ne peut même pas se mettre ici et commencer à débattre. Et ceux qui disent alors que c'est parce que Fachi lui-même voudrait avoir Kamere côte à côte encore aux élections pour gagner l'Est du pays. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une spéculation. Actuellement, le problème était de pacifier l'Est du Congo, n'est-ce pas? Ouais. Je suis de près la situation du Congo. L'Est du Congo est acquis à Fachi pour le moment. Ok. L'Est du Congo. Au point qu'il n'a pas nécessairement besoin de Kamere. Non, il n'a besoin de personne. Et encore que l'UNC est au gouvernement. L'UNC doit porter le bilan du gouvernement aussi. Donc, Fachi n'a pas besoin de quelqu'un pour se faire élire à l'Est. Vous le dites bien. Vous le dites bien. Si, il n'a pas besoin. Non, allez-y, allez-y. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vous dis ceci, je vais vous surprendre. Oui, allez-y. Il n'a même pas besoin de l'UDPS pour se faire élire. Mais comment voilà. L'UDPS, vous êtes arrivé au pouvoir, ce n'est plus l'UDPS, ça devient l'homme fort, Fachi seul, l'homme providentiel. Écoutez, ce n'est pas même pas l'UDPS. Ça, vous aurez tous les vous aurez tous les parlementaires debout sur votre dos. Hein. Non, je n'ai pas dit ce que ne me faites pas dire ce que je ne peux pas. Allez-y alors, allez répéter. l'UDPS, n'est-ce pas? Allez-y, oui, c'est pourquoi j'ai rétorqué. Allez-y. J'ai dit que Fachi n'a même pas besoin de l'UDPS pour se faire réélire. Donc il n'a même pas besoin d'un parti politique quelconque. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? S'il aura besoin de l'UDPS, laissez-moi terminer ma phrase d'abord. Ah non, allez-y, c'est bon, j'attendais, allez-y. S'il aura besoin de l'UDPS, c'est pour s'acquérir une majorité au Parlement pour avoir les mains libres et dirigées. Mais lui-même en tant que personne, pour se faire élire, au vu des réalisations qu'il a pu faire, ok, il n'a besoin de personne. Alors ceci m'amène alors à vous inviter
à me donner une litanie, la litanie des actions de Fachi. Je voudrais vraiment que vous preniez vos lunettes, lisez-moi cette litanie, et puis on va en passer en revue et une après une de ces réalisations. Allez-y. Vous avez au moins 30 minutes de lecture de cette litanie, parce que vous dites qu'elle est nombreuse, qu'elles sont nombreuses. Allez-y. Je vous mets au défi. Allez-y. Oui. Je commence par la gratuité de l'enseignement. J'avais déjà posé. Parlons-en. Je ne veux pas beaucoup m'attarder sur ça. Mais il faudrait qu'on s'attarde parce que moi, c'est une certaine opinion, pense que Fachi a créé une autre source de dépenses quand cette source de dépenses n'était pas nécessaire. Quand tu viens dans un pays, et d'abord quand il arrivait, il a un peu dit qu'il a trouvé les caisses vides. Et si les caisses étaient vides, c'était à son premier jour qu'il avait déjà décidé de créer cette gratuité. Cette gratuité n'était pas que voir les enfants aller à l'école. C'était des millions par mois. Est-ce que lui, il avait déjà un budget en place pour dire comment il allait financer ça? C'est après qu'il commençait à se battre maintenant, aller au FMI et tout ça. Donnez-moi, soutenez-moi. Ça montrait un manque de planning. C'est là où j'attaque ce projet-là. J'attaque ce projet, c'était mal réfléchi et c'est tombé au mauvais moment, même si c'est bénéfique. Mais cette idée n'était pas une idée géniale pour un gestionnaire. On ne peut pas. C'est comme si Fachi a voulu se donner. Il ne s'est pas donné les moyens de sa politique. Il veut une chose, mais il n'avait pas les moyens pour soutenir cette politique. Il n'avait pas. Quand il a instauré la gratuité, il n'avait pas l'argent nécessaire pour financer. On fait. Ici en Europe, quand on fait des réformes, l'argent est là. Pas au Tokozwa, au Tokenepa Mindele. C'est ce que Fachi a fait. À monter, descendre, d'Ajuma Mbongo Mouke, et puis à Yoko Sakosabat Nabarame, Mbongo Arame, et Banite Kenda, et au tête finance à gratuité. Non, cette gratuité à boire et à manger, c'est ça que je veux vous dire. Tu embrasses un peu beaucoup de choses, je ne saurais pas. Non, tout ça c'est la gratuité. Tout ça c'est la gratuité. C'est pour dire que ça a été. Non, ça a été mal conçu, c'est tombé au mauvais moment, il n'y avait pas de moyens pour soutenir cela, mais vous mettez ça comme une réalisation clé de Fachi. Bon, pour moi, je pense que c'est une réalisation de Fachi. Ok? Ouais. La gratuité de l'enseignement est constitutionnelle d'abord et qui n'a pas été appliquée. Donc, il fallait appliquer d'abord cette loi que les enfants aillent à l'école. La gratuité de l'enseignement ne parle pas des structures, mais elle parle d'abord de mettre l'enseignement disponible aux enfants. D'accord. Ok? Ouais. Maintenant, quand les gens disent que c'était mal réfléchi, parce qu'ils embrassent tout. Chez nous, dans le pays, nous avons un certain défaut. Les gens connaissent tout, ils peuvent apprécier même de l'extérieur. Nous sommes experts, comme les gens disent, nous sommes des gnosologues. Donc, des gens qui connaissent tout et qui débattent des choses, même quand on n'a pas de données. Mm-hmm. Donc, dès qu'on voit de loin quelque chose, on peut émettre un jugement et y fonder une conviction. Ça, c'est un problème. Le problème est que, quand Fachi est venu, il a trouvé qu'il y avait des enfants, parce que dans sa politique, si les gens avaient suivi ça, donc, quand il a présenté le projet de société, c'était à l'hôtel, j'ai oublié, je ne connais pas l'hôtel de Kinshasa, non? C'était là où il a présenté son projet, et même Fayoulou et Mouzito, même Bazaïba, ils avaient apprécié. C'est-à-dire, le problème fondamental au Congo, c'est l'homme. Papa Ferron, les gens peuvent penser qu'Obama avait échoué. Obamacare, n'est-ce pas? Bon, non, beaucoup d'Américains voulaient ça. Il n'y avait que des conservateurs, des républicains qui combattaient ça parce qu'eux n'aiment pas beaucoup les dépenses. Quand eux dirigent, donc, est-ce que nous n'aiment pas de dépenses. Au Congo? N'avons-nous pas de conservateurs au Congo qui ne veulent pas de la gratuité de l'enseignement? Bon, les appeler conservateurs, non. Ça c'est des opposants, des gens qui veulent l'échec de Fachi, tout simplement. Moi, ils sont pas idéologiquement conservateurs, comme je dirais ici. Écoute-moi, pas vraiment. Oui, allez-y. Un évêque recevait au moins 25 ou 5 dollars
sur chaque enfant qui était dans l'école, pour le diocèse. Fatih vient subitement et dit, arrêtez ça. Vous êtes en train d'exploiter les gens. La Constitution ne vous permet pas d'exploiter les gens. N'est-ce pas? D'où la source, la source de la guerre qu'on lui a fait, qu'on a fait à Fatih. Voilà. Alors, les gens se réveillent et disent, comment ce monsieur vient nous ôter le gâteau? Ils vous disent, non, c'était mal conçu, il fallait d'abord des consultations. Et le peuple croit parce que ces gens-là sont des évêques, ce sont des gens qui parlent bien, qui parlent calmement, mais ils sont des voleurs. C'est la même chose avec les conservateurs qui étaient avec Obama. Les gens voient cela. Parce que là, il y a au moins un débat intellectuel avec les gens qui ont des têtes bien faites. C'est pour ça que je t'avais dit au début que la démocratie au Congo pourrait s'appliquer là où les gens ont une tête qui pense. Parce que les gens ne voient pas pourquoi l'Église a combattu la gratuité de l'enseignement. C'est parce que dans le fonctionnement de l'Église actuelle, avant, le Vatican pourvoyait aux dépenses. Maintenant, les paroisses sont indépendantes. Donc, ils ont créé leurs propres moyens. Et le moyen, c'était celui-là. Dans l'enseignement, c'était un moyen sûr. C'est pour ça que les églises catholiques étaient chères. Oui, je vois la rage qui a animé les évêques contre Fatih. Et ce sont des conservateurs. Donc, ces gens-là vont lutter. C'est pour ça on est en train de condamner quelqu'un qui est en train de faire un bon travail, que les gens devaient soutenir, mais parce qu'il y a des personnes qui viennent vous présenter une autre façade sans que nous puissions critiquer, sans que nous ayons des données réelles. Il leur a dit, qui est cette gratuité-là? Laissez les enfants aller à l'école. Tu as vu la grève des enseignants de l'université? Oui. Oui. Il vient, il dit, mais les enfants, ici, quand ils payent leurs frais scolaires, il y a $20 pour la construction de l'université. Il y a $20 déjà des syllabus. Parce que vous êtes à l'université aujourd'hui. Quand vous payez vos minervales, donc le plan du cours, là, c'est ça selon les syllabus, non, selon le Congolais. On vous le donne à l'université gratuitement. Ils viennent de l'Europe, ils savent que c'est comme ça que ça se passe. Installons ce système. Qu'est-ce que les enseignants ont dit? Donc, si tu nous enlèves ça, ajoute-nous le salaire. Non. Donc, pour eux, c'est mieux d'exploiter ces enfants-là. C'est ça la lutte. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est mieux d'exploiter les enfants. Et Fatih ne veut pas ça. Et Fatih ne veut pas ça. Il veut libérer les gens. Et vous savez, nous, Congolais, nous avons ce syndrome de Stockholm. Donc, la personne qui te fait souffrir devient ton amant. Bien sûr. Tu l'aimes. Et c'est ça de quoi Fatih souffre réellement. Donc, nous souffrons du syndrome de Stockholm. Donc, les gens, ils sont habitués à certaines choses. Parce que j'ai vu même des étudiants qui disent, mais ceux qui ont à Longoli, Mbongo, il y a Vassilabus, les enseignants, alors que ce n'est pas vrai. Il a dit que tous les qu'il y ait le Wi-Fi à l'université pour que les enfants aient accès à la librairie virtuelle. C'est ce que vous avez ici à l'université. Mais ils ont combattu ça. Oui. Vous comprenez que on comprend l'action du président aux universités, même dans les écoles. À la limite, pour moi, ce n'est pas un échec. À la limite, ce n'est pas un échec. Même ce qu'il a fait au niveau des universités, refurbishment, comme réfectionnement des universités. De remettre les étudiants dans des conditions viables pour bien étudier. Oui. Ma fille a été à l'université de Kinshasa. Oui. Quand je l'ai amenée à Kinshasa, elle est revenue me dire, papa, je te remercie de nous avoir amenés en Europe. Ce que j'ai vu là, elle était en larmes. Il dit, mais nous vivons dans des hôtels 5 étoiles à l'université. Mais ce que j'ai vu ici, ces enfants ne peuvent pas étudier. Et Fatih tente de les remettre dans un... Cela, les gens le combattent, même ceux qu'ils veulent libérer là, ils ne veulent pas. Et on présente ça comme un échec. Voilà. Et donc, bon, peut-être le service de communication qui n'explicite pas trop les choses. Voilà.
de la nous devons présidence. aussi faire vraiment attention à la spéculation et à la manipulation. Bon, parlons, on a parlé de gratuité de l'enseignement, ok? Oui, allez-y, c'est vous qui énumérez la liste, oui. Ok. Ça, mettons ça. Il a dit qu'il doit réparer l'homme. Ici en Angleterre, pour réparer l'homme, on avait d'abord mis le système social, c'est-à-dire l'accès aux soins de santé. C'est parmi les 7 colonnes qu'on avait établies vous avez fait un peu de la sociologie, je crois que vous avez suivi ça, pour établir, vraiment bâtir l'Angleterre. Oui. On a rendu l'éducation gratuite à tout le monde. La santé même, oui. Pour que les gens au moins sachent lire et apprendre. C'est ainsi que ici, jusqu'à l'école est obligatoire, on peut arrêter un parent pour ne pas avoir envoyé un enfant à l'école. Bien sûr. Parce que cela dépend du développement du gouvernement. Les gens veulent voir des résultats immédiats. Or, pour construire un pays, on le construit à long terme. Ça, c'est vrai, oui. La génération d'aujourd'hui, moi, je serais étonné si Fatih venait aujourd'hui et donnait du pain à tout le monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non. Pourquoi vous voulez le décanter là-bas? Laissez-moi terminer. Allez-y, justement. L'état dans lequel le pays était plongé, ce serait un grand... Pourquoi on continue avec cette chanson-là? Non, mais écoutez, parce qu'on veut construire. Quand on veut construire une maison, oui, on fait la fondation. Or, la fondation, c'est l'éducation. La fondation de tout pays. D'accord avec vous, le système éducatif. Il doit être efficace. Le système éducatif d'un pays, c'est là où repose toute la fondation. C'est même l'avenir du pays. C'est même l'avenir, oui. Or, notre système d'éducation est quasi inexistant. Bien sûr, d'accord avec vous. Les choses que vous avez étudiées à l'école primaire seraient les mêmes choses que... ok. Perle ferait aussi à l'école primaire aujourd'hui. Ouais. N'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Allez-y. Bon, tout le monde connaît que l'éducation au Congo est foutue. L'homme congolais, c'est vraiment un homme foutu. Et l'ensemble du Congolais aujourd'hui, c'est l'homme inculte. Je l'ai toujours dit dans mes émissions. Le Congolais, en général, quand vous le rencontrez, assumez d'abord que n'a bandé na français te, n'a bandé na qui intellectuel te, bandé na sende oyokaye, ne lo ba na koute na mamuku awa. Wala bomati. Sinon te comme banda na se, au moins pe que tozal au exemple tu as se. Et bah tu as se basé belé. Voilà. Oui. Donc, pour reconstruire ce pays avec cette mentalité-là, il faut d'abord changer l'homme. Julie Fachi a réinséré dans la société les jeunes désœuvrés qu'on appelait les Koulouna. C'est un grand pas. Hein? Mais ils sont encore là. Hein? J'ai des images ici, comment on voyait encore les Koulouna aujourd'hui. Ça fait 2 semaines, c'est revenu en force, hein, l'affaire Koulouna. Notamment Ngaba, Makala. Ceux qui m'écoutent là, Ngaba, Makala, Koulouna, Bolobaki, Bazong en forme. Hein? Yes. Oui, Kozong en forme pour 2 choses. Ouais. Quand tu as la criminalité, ouais. Non, come on. Bon, non. Bon, est-ce que tu as suivi, la vague des Koulouna qui sont venus du Bas-Zaïre, du Congo central, qui partaient à Kanyama? Non, je n'ai pas suivi. Les premiers Koulouna pleuraient. C'était très content. Bon, c'est positif. C'est positif. Allez-y. Continuez votre liste. Ça, au moins, c'est positif. C'est positif. Cette criminalité non plus. Oui. Ça peut être aussi une des raisons. Je ne dis pas que c'est la raison. Oui. Allez-y. Ça, c'est positif. Allez-y. Avec le Koulouna, ça a été positif. Bon, on a resserré les gens. Ça c'est positif. Bon. Parlons des forêts. Parce que l'État, nous devons avoir des moyens. Ouais. La forêt équatoriale a été vendue à plus de 75%, 65%. Donc ça n'appartenait plus à l'État. C'est Bazaïba
qui vient de suspendre tous les contrats qu'on avait faits. Vendu à qui? Au privé. Bon, même les tangos forts ont fait des carrés. Plus de, vous dites 85%. À 65 à 75%. De nos forêts vendues au privé. Ok. Il y a des gens qui exploitent là-bas. Bazaïb est allé même arrêter certaines personnes, des Chinois en pleine forêt, en train d'exploiter du bois. Or, cette forêt, c'est qu'il était en train de faire de l'advocacy pour que nous puissions recevoir aussi de l'argent pour les comment on appelle, les tanières ou quoi, comment? Les climate change. Oui, pour que pour la conservation du carbone. De carbone, yeah. C'est là. Mais Fachi a fait une mauvaise affaire à Glasgow. On a juste donné 500 millions. Oh non, mais nous qui avons une grande forêt comme ça, non, aussi, mais sous ma forêt, on a été, mais on a 500 millions. Ça a été critiqué, ça a été critiqué à outrance. Non, moi je vous dis, je suis là pour ça. Je vous dis. Excusez-moi, je vous dis, moi non, je crois que là, non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi combien Fachi a eu à Glasgow? Combien Fachi a eu à Glasgow? Non, pourquoi Bapesa qui est bon? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu, mais demandez pourquoi il n'a pas eu ça. C'est ça la question que vous devez vous poser, non? Il n'a pas pris l'argent ou bien il n'a pas eu. Cela, c'est deux choses. Mais il a eu le petit parce que nous avons 35%. On va vous donner quoi? Oui, je comprends. Si à cause des privés. À cause des privés. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est pour cela. Quand Fachi est rentré, on a amorcé une enquête pour voir comment ces gens-là ont des contrats. Le pays était vendu. Non, bon, ok, allons-y. Allons-y. Tant que c'est l'article lié d'une vie, après ça, il y a un bon côté que tant comme président, au Congolais, ça va Congolais. Il lui a laissé la politique. Mais dans cette politique-là, les gens avaient déjà spolié le Congo. Maintenant, il doit récupérer. Il est en train. C'est que le ministre des Affaires étrangères, Lutundo, l'avait dit. Nous avons eu 5 ans pour déminer le Congo. Oui, bon, ça c'est des discours politiciens. Comment on... Non, c'est très profond. Hein? Voilà c'est peut-être profond, ça paraît profond, mais on ne voit pas les déminages. Hein? Vous avez déminé, on ne voit pas les déminages. Mais je parle ici d'abord. Quand vous déminez, il faut le résultat, le butin de guerre. Allons-y peut-être. Où est le butin de guerre? Nous ne nous informons pas. Alors, allez-y. Le Congolais ne s'informe pas, mais il veut des résultats. Parce que je viens de te parler ici de la chose de la forêt équatoriale, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Albert Yuma vous a dit, même le cobalt que vous produisez n'appartient pas au Congo. N'est-ce pas? Oui. Tshisekedi a initié une enquête pour revisiter tous ces contrats-là. Et vous savez l'affaire de Tengue Fungume. Allez-y. Voilà. Même pasteur a dit, un non-katangé. Les katangés ont vendu le katanga et un non-katangé est en train de récupérer le katanga et remettre aux enfants de katanga. Et c'est certains katangés le combattent encore. Voilà. Donc, on est en train de rechercher les ressources parce que le pays était catégoriquement à terre. Get-les. Tu n'as pas cité Get-les. Get-les. Get-les, on vient de lui ravir ces choses. Voilà, il est en train de récupérer. Maintenant, non seulement il a ravi, maintenant il doit faire l'appel de marché pour que certaines autres personnes puissent exploiter. Pendant ce temps, il y a un temps mort. Nous n'avons rien. Comment est-ce que Fachi vous dit que Fachi a échoué pendant qu'il est en train de faire de telles grandes réalisations? Récupérer ce que les autres avaient vendu, récupérer le bien du Congo. C'est quand Lutundo l'a dit, nous sommes en train de déminer. Vous savez, quand on démine un pays, il y a des risques, il y a toujours des gens qui meurent. Parce que même ceux qui vont déminer là,
ils peuvent mourir. Mhm. Donc ce combat pour récupérer le Congo n'est pas si facile. Il n'est pas si facile. Il faut du tact, il faut du temps. Et c'est ça qui fait que le Il faut peuple d'abord, Moustapha projet Tchi du, est un peu lent. le projet du peuple d'abord recule. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il est dans le projet du peuple d'abord. Qu'est-ce que vous voulez, le peuple d'abord? Mais il est dans ce Le projet peuple du peuple d'abord, si on comprend le français, ça dit tout. Oui, C'est le peuple d'abord, moi Fachi, mais moi Fachi après. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Le peuple d'abord, c'est quoi? Mais on dit que Fachi s'est enrichi. Hein. On dit. On n'a pas amené des preuves. C'est pourquoi j'ai utilisé le pronom impersonnel. On. Voilà. On dit. Il n'y a pas de preuves. Ça, c'est de la supputation. Ça, c'est de la spéculation. Dont on ne peut pas parler. Au moins, je peux affirmer haut et fort, urbi et orbi, sur ce plateau, que Fachi aura été le seul président en exercice pendant au moins 3 ans. Et on n'a vu aucune colonne des journaux écrire qu'il a un compte en banque quelque part, qu'il aurait détourné. Ça c'est pas honnêteté intellectuelle, que je dois dire ça, urbi et orbi maintenant, que, en tout cas pour cela, coup de chapeau à Fachi, on n'a pas encore vu ça. On n'a jamais vu ça pour un président congolais qui n'est pas encore soupçonné de détournement de fonds. Ça, okay. Bravo, continuez comme ça. Allez-y avec votre liste. Ok, je vais donner un exemple pour illustrer ce que je disais, que ça m'aurait étonné que Fachi vienne au pouvoir et directement on voit les choses s'améliorer vu l'état de dégradation que nous avions dans le pays. Kagame a pris le pouvoir en 1994. Et quand est-ce que le Rwanda a démarré réellement? Allez-y. Vous avez fait vos recherches, allez-y. C'est vers 2000. Donc, il lui a fallu 6 ans pour jeter les bases et maintenant commencer à récolter le fruit. Mais au Congo, on veut les fruits immédiats. Le problème, c'est que le pays n'appartient pas à Fachi. Peut-être demain, dans 2 ans, Fachi, on va le bouter dehors. On ne sait jamais. Faites, quand on prend le pays... Si on le boute dehors, au moins il aurait établi des bases sur lesquelles l'autre viendra et construire dessus. C'est ça la continuité de l'État. Donc s'il a fait son... Moi je pense que le Congolais doit apprécier d'abord le travail que l'autre a fait. Il trouve qu'ils ne peuvent pas lui accorder un autre mandat, ça c'est un autre problème. Mais pour le moment, nous devons apprécier ce qu'il a pu faire. Aujourd'hui, on ne parle plus réellement de la guerre à l'Est telle qu'on en parlait. Mais de mauvaises langues continuent à dire que c'est plutôt notre armée qui connaît des défaites à l'Est. Et que Fachi, Fachi, c'est un collabo. Bon, je ne prends pas ici le langage de la rue pour vous brandir. Mais au moins, j'aimerais que vous disiez un mot si vous avez des faits, parce que vous vous adressez à tous ces gens qui vont suivre cette émission. Bon, donnez seulement un exploit, je vais vous dire ceci. Oui. Depuis l'accession de Kabila au pouvoir, on n'a jamais fait une action. Vous dites Kabila ou Fachi? Je dis d'abord Kabila. Oui, allez-y. Il n'a jamais eu une action où on est allé sauver les otages. Une action commando. Commando, vous dites. Ok. On a sauvé les otages. On a eu une occasion comme ça avec Fachi? Oui. Allez-y. Thomas Lubanga était dans les mains de Kodeko. Allez-y, parce que ça a été condamné à l'émission passée ici par notre consultant Gabi Kitoko. Que Lubanga est allé plutôt vendre la main chez Fachi, n'a même pas vérifié. Il a payé comment on appelle la rançon pour quelque chose de monté. En tout cas, ça, j'ai pris en compte. C'est pourquoi je dis, ça, c'était dit sur ce plateau, que ça a été vu autrement. Mais vous voyez ça comme une victoire? Non. Jamais Fachi a payé la rançon. Allez-y alors. Il n'a pas payé la rançon. Je vous recommande à l'émission de lui-même, Thomas Lubanga. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez-y. Il était arrêté. Yeah. Et ce n'est pas ces gens-là. Oui. Une nuit, à 2 h du matin, le commando congolais
Après 3 mois de détention, le commando congolais est allé, il a enlevé Thomas Lubanga avec ses compagnons, les 4 compagnons qui étaient restés. Il les a enlevés, ils sont revenus avec, ils ont désarmé les militaires qui étaient là, ils ont amené les armes présentées. Le commando congolais. Ça, c'est bien dit. C'était bien fait alors. C'était bien fait. En tout cas, c'était bien fait. Parce que vous savez, bon, les Congolais, ça je vous laisse parler, je n'aime pas commenter dessus, parce que j'aimerais que ça sorte de vous pour que les Congolais apprennent, parce que il y a des versions qui se racontent, faisant voir plutôt l'échec du gouvernement. C'est pour cela que je vous ai dit, il y a de la manipulation. Maintenant que le gouvernement a fait des succès, aujourd'hui, on a arrêté des officiers militaires Congolais qui livraient des armes. Ils sont aux arrêts maintenant. Arrêtés, présentés à la presse. Sous l'impulsion de Fachi, donc. Mais c'est sous le gouvernement de Fachi. Allez-y. Aujourd'hui, Kagame est en train de se déambuler dans le monde parce qu'il s'est trouvé troublé. Fachi lui a dit officiellement qu'il était donc suicidaire de chercher à déstabiliser d'autres pour t'enrichir. L'économie du Rwanda est en train de tomber parce que la circulation illégale des matières premières n'existe plus. Il a donc fermé le robinet. Il a fermé le robinet. Qu'est-ce que les gens veulent? Aujourd'hui, bon, tu as déjà parlé de la politique extérieure, donc je ne vais pas toucher là. Allez-y. Nous sommes ici en politique intérieure d'ailleurs. C'est le titre qui le dit. C'est les éléments de politique intérieure de Fachi. Intérieur, vous dites. Oui. Il a réussi à faire asseoir l'état de droit dans l'est du pays. Ok. Il a refait, comment on appelle encore ça, comment on appelle encore ça en français, ça me fait un peu, comment, l'autorité de l'État. Oui. Aujourd'hui, le gouverneur militaire qui est là, chaque fois qu'il se déplace, les gens dansent. Quand on a fait courir un bruit ici, qu'on allait l'enlever de là, le peuple s'est soulevé. Alors que dire des députés qui ont réclamé la fin de l'état de siège? Mais ces députés-là, on a prouvé noir sur blanc qu'ils soutenaient des corrompus. Des corrompus. Ils se sont tués. Parce que même la population s'était retournée contre eux. Donc les officiers militaires qui sont là, et celui du Nord Kivu et celui de l'Ituri, font un grand travail. L'officier me dit, il dit ceci. L'officier, le général de Goma, comment il s'appelle encore, Constant Ndima. Quand le M23 est venu, Fachi lui a dit, Nalingina yoka makambwana te. Quand le M23 était puissant, allait-il déclarer unilatéralement un cessez-le-feu? Ils sont en débattage. C'est que Fachi est en train de bien fonctionner à l'Est. Aujourd'hui, au moins, notre pays est défendu. Il a formé des jeunes Congolais avec le sang congolais qui sont à la frontière pour se battre. Et il a doté de l'armée des moyens. Aujourd'hui, nous voyons des chars de combat sur le terrain qu'on n'avait pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Parce que, oui, chez nous, on dit ceci. Si l'enfant est malade et que la terre est malade, on sauve d'abord la terre. Mais ici, chez nous, on dit non. Sauve d'abord l'enfant avant de sauver la terre. Ça, c'est que le chef. Oui. Vous comprenez un peu? Oui, je vois. Allez-y. Fachi fait un très grand travail. Ouais. Et je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup. La liste, donc, est exhaustive. Bon, tu vois maintenant, pour qu'il y ait de la nourriture, il faut qu'il y ait des infrastructures. Alors, peut-être une bonne transition des 145 territoires, pour en parler directement. Mais
il faut qu'il y ait des infrastructures. Oui. Il y a de la nourriture qui pourrit dans nos forêts. Il faut que, pour que ces gens-là amènent de la nourriture au point de vente, il faut qu'il y ait des routes. On ne va pas utiliser des hélicoptères pour approvisionner Kinshasa. Construisons ça. Comment vous vouliez? Parce qu'on manipule les gens. Le peuple d'abord, non, ce n'est pas ça. Mais Senzela, pendant 3 ans, Senzela ne sont toujours pas prêts. Non, non. Écoutez, vous avez le chaussée ici chez vous, qui a été déjà construit, qu'on est en train d'allonger. Ça fait combien de temps qu'on construit le tronçon ici, Kenton Getset? Là, vous parlez à un public congolais qui ne comprend pas Kenton. Hein? Vous parlez à un public congolais qui est de partout, oui, qui est aux États-Unis, qui est en France, qui est en Belgique. Tenez en compte le public à qui vous adressez. Parce que là, personne ne vous suit. Ok, nous avons nos chaussées ici en Angleterre. Oui. Quand on a commencé à construire la route qui partait de Newcastle à Durham, j'étais encore en premier cycle, donc j'étais en première année de l'université, jusqu'à ce que j'ai terminé l'université qui était 3 ans. Le tronçon n'était pas terminé parce que il y a les travaux d'assainissement. Pour qu'il y ait une route qui peut durer, on doit d'abord assainir la route. Donc il y a des travaux qu'on doit faire avant de voir les résultats. Pour que les Kinois me comprennent mieux, ils s'étaient plaints des sautes de moutons. Mais quand Fachi est descendu, c'est-à-dire nous sommes dans le délai. Il n'y a rien de mal. Parce que le travail est encore souterrain. Dès que le travail sera en dehors, vous verrez que nous allons progresser. Et c'est ce qui s'était fait. Pendant ce temps-là, nous ne savions pas, on a vu seulement des tôles. Tout le monde n'a pas de tôles. Le Congo se changeait. Mais à l'intérieur, là, il creusait, il cherchait des points de gravité. Oui, donc, il y a des choses qu'on peut faire techniques, des choses techniques. Oui. Oui. Qui doivent faire. Ça, nous acheminons vers la fin de cette émission. On ne peut pas terminer cette émission sans parler du social, du manger, de l'électricité et de l'eau potable. Comment en plein 21e siècle, le Congolais, quand il se réveille le matin, il ne sait pas ce que ses enfants vont manger pendant la journée. Le petit pain du matin manque aux enfants. Et l'électricité, c'est un luxe. L'eau de la régie des eaux, même si elle est disponible, elle n'est pas potable. Ça, c'est en plein 21e siècle. Ça demande encore beaucoup de calculs à Fachi pour rendre ces choses correctes. Beaucoup de calculs. Ok. Je vais répondre à cette question. Quand on veut construire une ville, quand on veut construire, même quand on fait comment on appelle ça, quand on lotit un terrain, les premières des choses qu'on fait, on installe l'électricité, le courant, le téléphone, de l'eau, et on installe maintenant, on commence à construire des maisons. Donc, on prend beaucoup de temps pour construire ces canaux-là. La ville de Kinshasa n'est pas urbanisée. Elle n'est pas urbanisée? Oui, allez-y. Allez-y. Où est-ce que vous voulez en venir? Comment est-ce que... Parce qu'elle n'est pas urbanisée, c'est que les gens doivent rester sans électricité, sans eau. Là où nous devons avoir de la patience. Donc le Congolais, ce qui lui manque, c'est de la patience. Un ventre affamé. Là, on est dans le domaine du manger maintenant. Mais normalement, vous devez être patient. Non, allons-y. Non, ici, on est au niveau de la gestion de l'État. Et ça, c'est... Là, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas dire aussi facilement. Ici, il est question de vie des gens. Des gens meurent au Congo. Meurent de faim. Meurent de faim. Et là, c'est documenté. Si vous voulez, à l'émission prochaine, vous me suivrez, j'amènerai des chiffres où les gens meurent au Congo de faim en plein 21e siècle. C'est là où il y a lieu de demander des comptes à un gouvernement. Allez-y. Parce que on ne peut pas se dire que on est... Ou alors c'est pourquoi ça fait un certain temps maintenant que Fachi ne parle plus du peuple d'abord. Il a compris que non, ça devient normal qu'il prononce cette phrase-là maintenant. Ça ne peut plus passer.
Parce que tout ce qui a été fait, c'est le peuple qui est le dernier. Alors le dernier. Vous avez parlé d'infrastructure, c'est peut-être bon. Ça profite à tout le monde. Ça profite un peu. Mais le peuple se retrouve quand c'est son quotidien. Un père de famille peut nourrir ses enfants. Pourquoi Fachi n'a pas tellement... Je ne peux pas dire qu'il a échoué. Pourquoi il ne pouvait pas réussir dans ce domaine à 100%? Ok. Et vous, vous dites que Fachi va se faire réélire aussi facilement, sans avoir nourri le peuple congolais, sans avoir leur donné de l'électricité et de l'eau potable. Et vous dites que Fachi va être réélu un peu facilement, même sans jus d'épaisse, sa machine à voter. Ah, mais Pouvez-vous non. me donner 2 minutes pour que je vous réponde? Allez-y, allez-y. Nous sommes en train de finir l'émission. Il y a des préalables à remplir pour avoir la chose sur table. D'abord, s'il y a faim aujourd'hui, ce n'est pas Fachi qui en est l'auteur. Come on. Là, je parle en anglais. Moi, je dis que vous êtes au gouvernement pour le bien-être du peuple. Ça, c'est le premier objectif d'un gouvernement. Un gouvernement, c'est le bien-être. C'est pourquoi je dis toujours qu'ici, il n'y a pas d'opposition au Congo. Si on avait une bonne opposition, Fachi aurait déjà les mains baissées. Il se déclarait même comme François Hollande que non, je ne me représente pas. Parce que François Hollande, au sondage avant les élections, il était à 5% des intentions de vote positives. Donc, c'est parce que Fachi bénéficie, s'il sera élu, c'est peut-être parce qu'il n'a pas d'opposition. Parce que l'opposition devrait rebondir dans ces choses. On ne vient pas au gouvernement si on n'apporte pas un certain bien-être au peuple qu'on dirige. Et apparemment, Fachi n'a pas réussi. La pauvreté, le seuil de la pauvreté est resté le même. Okay. À moins que vous me contredisiez. Le seuil de la pauvreté au Congo est resté le même. Vous êtes le journaliste, vous venez tout le temps. Non, je suis là pour expliciter, pour recadrer, s'il vous plaît. Ok. Oui. Je disais que si le peuple a faim aujourd'hui, oui. D'abord, ce n'est pas le problème de Fachi. Ce n'était pas Fachi. C'est lui le responsable. Non, non. C'est son problème parce qu'il a accepté de gérer ce pays, ok? Bien sûr. J'aurais dit très mal. Quand je dis que ce n'est pas son problème, je dirais comme un Congolais, non. Oui, il a accepté de gérer le pays. Et le monde a besoin d'une patience. On a aussi besoin d'une certaine patience. Macron, qui hérite d'une France, avec tous les moyens possibles, il vous dit que dans 5 ans, je ne pouvais pas construire un pays. Il est impossible que je construise ce pays dans 5 ans. Macron. Et les gens applaudissent. Enfin, c'est sur cette note que nous allons mettre fin à notre mission de ce soir. Mais avant de vous quitter, je voudrais vous présenter le podcast que nous allons déjà vous présenter dès demain. Nous sommes décidés à vous proposer aussi un podcast qui sera spécialement sur les affaires du Congo. Et là, ça sera tout. La politique, l'économie, la culture, la musique. Nous parlerons de tout, même les rumeurs, tout ce qui s'est dit et que nous allons essayer de récupérer pour venir vous les filtrer et vous donner de bonnes choses, de bonnes informations. Ça, c'est notre podcast et qui sera sur Spotify et sur YouTube aussi. Donc, nous vous invitons. Ça, c'est seulement en audio. Vous nous suivrez. Nous parlerons des problèmes de santé, la situation pratique, comment les Congolais vivent, la vie de chaque jour. C'est ici que nous allons évoquer. Ici, on sera même live avec les gens de Kinshasa au téléphone qui vont nous appeler et qui vont passer à notre podcast pour parler, pour évoquer les problèmes du Congo. Donc, suivez toujours notre podcast. C'est avec Véron, moi-même, je serai là chaque fois. Et
et pour parler de vos problèmes vraiment de chaque jour. Hein. Si le pain a pris de le prix de pain a pris de l'ascenseur, s'il y a pas, si les enfants ont du mal à se faire scolariser, s'il y a tous les problèmes, s'il y a des problèmes de Koulouna, nous allons vous appeler au téléphone. Et vous serez donc nos invités, parfois surprise. Nous avons une équipe à Kinshasa qui vont chaque fois nous brancher avec l'une des personnes de Kinshasa. Ça sera ça notre particularité. Dans notre podcast, nous aurons des gens comme ça au téléphone, on appelle et puis on enregistre et vous allez vous retrouver. Donc, iCanal Télé a voulu faire retrouver tout le monde dans ses publications et vous allez vous retrouver ici. Et à part ceci, nous aurons encore une autre émission sur la culture. Mais ce podcast, c'est encore la production de iCanal Télé. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à suivre ce podcast qui est signé votre serviteur Véron. Et pour cela, ça ne reste qu'à nous à vous remercier et à remercier le révérend pasteur John Baptiste qui a bien voulu donner de son temps pour venir nous parler, nous faire un peu en quelque sorte le bilan du travail aussi colossal que le président Félix Tshisekedi est en train d'abattre parce que ce n'est pas encore fini. Il a ses 2 ans ou 1 an et demi devant lui. Et il a été éloquent, il a parlé à sa manière, il a fait ce qu'il a observé. Si vous avez aussi quelque chose à dire, appelez-nous, on vous donnera de l'espace et puis vous allez parler. En tout cas, merci beaucoup. Ça n'est fini complètement pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons encore à la prochaine. Merci beaucoup.